Bonjour à tous et bienvenue dans La Santé Surtout. On est vraiment ravis de vous retrouver. La Santé Surtout, c'est l'émission qui répond à toutes vos questions santé. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant nous écrire à maquestion@lasantésurtout.com. On est ravis de revoir nos invités également comme Sana Amraoui. Bonjour docteur Amraoui. Vous êtes cardiologue et rythmologue. Bonjour. Ravi de vous revoir. Docteur Thierry Firop, bonjour. Bonjour Jessica. Vous êtes médecin urgentiste. On accueille également le docteur Romain Deblic. Bonjour Jessica. Vous êtes chirurgien vasculaire. Et le petit nouveau de la bande, c'est le docteur Grégory Lacour. Bonjour docteur Lacour. Bonjour Jessica. Vous êtes médecin généraliste. Tout à fait. À tout moment, nos spécialistes peuvent donc répondre à vos questions. Et on démarre justement avec une question pour vous, docteur Amraoui, une question de Julien, 35 ans, de Colmar. Les montres connectées peuvent-elles réellement alerter en cas de soucis cardiaques ? Alors c'est une excellente question. Les montres connectées, elles permettent d'alerter en cas d'arythmie, donc de problème du rythme cardiaque. Soit le rythme cardiaque est trop rapide, soit il est trop lent, ou soit il est irrégulier, comme par exemple la fibrillation atriale, qui est une des arythmies les plus fréquentes dans le monde, qui donne une irrégularité du rythme cardiaque. Est-ce que tu savais, Jessica, qu'il y avait plus d'1 million de personnes en France qui étaient concernées ? 1 million de personnes, mais c'est juste incroyable. Ouais, c'est énorme. Et cette arythmie, comme la fibrillation atriale, peut donner un risque d'AVC ou un risque de fatigue du cœur, d'insuffisance cardiaque. Et il y a un intérêt à la diagnostiquer, et notamment le diagnostic initial, pourquoi pas avec les montres connectées. Puis après, une fois qu'on a une alerte par la montre connectée, il faut avoir une prise en charge par le médecin, idéalement un cardiologue, voire un rythmologue, donc qui s'occupe des problèmes de rythme cardiaque. Donc oui, pour les problèmes de rythme cardiaque, non pour les infarctus. Et dès qu'il y a le moindre doute, consulter son médecin, bien sûr. Une question pour vous, docteur Thierry Firop. Camille, 42 ans, de Dunkerque, en cas de calcul rénal très douloureux, et on sait que c'est très douloureux, effectivement, que peut-on faire en attendant d'aller aux urgences ? Est-ce qu'il y a des moyens de soulager ? D'abord, on ne sait pas que c'est un calcul rénal les 3/4 du temps, donc on vient aux urgences parce qu'on a une douleur qui ressemble à, voire même qui est supérieure à celle d'un accouchement, en tout cas statistiquement dans les études qui ont été faites, c'est ce qui est mentionné. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose en fait. Il vaut mieux aller le plus vite possible. Des bains de médicaments, des bains de coca, tout ça, non, ça marche pas tout ça ? Oui, puis j'ai entendu des bouillottes aussi, puis j'ai entendu, vous sauter sur un pied et puis ça va faire descendre de calcul. Bon, donc les remèdes de grand-mère, on oublie. Le remède de grand-mère, non. Pas pour ça. Non. Okay. Puis en général, ça ne met pas très longtemps à arriver aux urgences parce que c'est vraiment très insupportable. Ne faites rien, venez tout de suite, c'est mieux. Le message est clair en fait, Voilà. Il n'y a rien à ajouter. Non. Parfait. Et ne prenez pas votre voiture. Ouais, ça c'est super important aussi, parce que souvent on pense qu'on va arriver plus vite, parce qu'on vient avec nos propres moyens. En fait, il faut appeler les pompiers. Oui, parce que le malaise en voiture, c'est le plus mauvais endroit où se trouver dans sa voiture. Et puis le malaise en voiture, ça tue les autres aussi. Donc voilà. À tout moment, je le rappelle, vous pouvez nous envoyer vos questions à maquestion@lasantésurtout.com. C'est une question maintenant pour le docteur Romain Deblic, chirurgien vasculaire. Franck, 60 ans, il nous écrit de La Rochelle et nous dit « Mon père est décédé d'une rupture d'anévrisme et on m'a découvert un anévrisme de l'aorte récemment. Est-ce que je suis à risque et qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, tout d'abord, il faut différencier dans les ruptures d'anévrisme au niveau des artères du cerveau qui vont entraîner une hémorragie dans la tête, des ruptures d'anévrisme de l'aorte abdominale, par exemple, qui va entraîner des hémorragies au niveau du ventre. Ces deux pathologies sont complètement distinctes et n'ont aucune corrélation entre elles. Quand on a un anévrisme de l'aorte abdominale, ça peut être une forme familiale. Donc si on a un parent qui a un anévrisme, on est plus à risque d'avoir un anévrisme. Et dans ce cas, on fait un dépistage par une simple échographie abdominale. Après, pour la question qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on découvre un anévrisme de l'aorte abdominale, en général, le médecin traitant va référer le patient au chirurgien vasculaire qui va lui faire un scanner de l'aorte et un scanner des jambes pour voir et apprécier en général donc, le diamètre de l'anévrisme, pour voir s'il y a-t-il besoin ou non de traiter ou simplement de surveiller si l'anévrisme est encore petit. Et aussi, ça permet de découvrir d'autres localisations parce que dans 30% des cas, on peut avoir des anévrismes au niveau des jambes, notamment des artères derrière le genou qu'on appelle les artères poplitées, qui peuvent arriver et qu'on peut découvrir dans le même temps. Du coup, on ne les opère pas tous. On ne les opère pas tous. Dès que le diamètre est plus de 50 à 55 mm, ce qui est quand même gros, ça fait plus de 2 fois et demi la taille de l'artère normale, on les opère, sinon on les surveille quand le risque de rupture il n'est pas trop important. Ça peut être rassurant, en effet. Docteur Grégory Lacour, Isabelle, 33 ans, de Marseille, vous écrit. Elle vous dit « Je remarque que ma sœur n'a pas le moral. Depuis plusieurs semaines, je me sens démunie. Qu'est-ce que je peux faire ?»
Alors déjà, premier axe, en l'occurrence, de pouvoir se référer à son médecin traitant, si bien évidemment elle en a un. Le médecin généraliste est en première ligne pour ce type de problématique, faire en sorte en l'occurrence de pouvoir l'orienter au mieux. Là, pour le coup, quand on est effectivement sur un tableau et une problématique qui dure au fil du temps, il faut effectivement que le professionnel de santé puisse déjà pouvoir repérer les signaux d'alerte qui pourraient éventuellement permettre de poser le diagnostic d'un état anxio-dépressif ou tout simplement d'une dépression, pour le coup, avec des items et en l'occurrence des critères de jugement assez factuels. On a ce qu'on appelle en médecine générale l'échelle d'Hamilton qui permet effectivement de pouvoir mesurer la gravité d'un état dépressif en l'occurrence, d'une baisse de morale comme on le dit, et permettre en l'occurrence de pouvoir orienter au mieux si éventuellement un traitement est à initier ou si pour le coup une orientation vers un psychologue pourrait être éventuellement envisagée. L'État a mis en place aussi également pour le coup depuis peu, depuis me semble-t-il l'après-Covid, la possibilité éventuellement de pouvoir bénéficier de séances chez le psychologue en l'occurrence à raison de 12 séances. Vous avez des psychologues qui adhèrent au dispositif et qui permettent effectivement de pouvoir recevoir les patients qui nécessitent effectivement une prise en charge. Donc le rôle des proches est important en fait, il faut vraiment encourager à aller en parler à son médecin traitant. Tout à fait. Plutôt que jouer aux apprentis docteurs. Alors c'est sur évident, ces sujets-là, ça peut être délicat. Et puis nous sommes en première ligne pour cette problématique, c'est évident. Sinon, la vie de Marseille, elle peut déménager. Vous voulez qu'elle déménage où ? Je sais pas. On vit bien à Marseille, on est très bien à on est heureux à Marseille. On a la mer, on a le soleil. Non, restez à Marseille. Une question de Lisiane, 35 ans de Saint-Raphaël. On est pas mal non plus à Saint-Raphaël. J'ai entendu parler de pied diabétique. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une question pour vous, docteur Deblic. Alors le pied diabétique, c'est une des complications fréquentes du diabète qui arrive donc au niveau des pieds. Le problème du diabète, c'est qu'on a ce qu'on appelle une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire qu'on a trop de sucre dans le sang, et le fait d'avoir trop de sucre dans le sang, ça va abîmer notamment les nerfs au niveau des jambes, et on va avoir des patients qui auront plus de sensibilité, par exemple au niveau des jambes. Ça va abîmer aussi les artères des jambes, et c'est des patients diabétiques qui ont des déformations au niveau des pieds. Et tous ces facteurs mis ensemble font que, par exemple, quand les patients, classiquement, ils vont changer de chaussures, ils vont se faire une ampoule au niveau des pieds, ils ne vont pas sentir cette ampoule va s'infecter, évoluer et va donner une plaie au niveau des pieds. Et donc ça, c'est vraiment le schéma classique qu'on retrouve chez les patients. Et ces plaies, ça peut arriver chez un patient diabétique sur 4 qui peuvent engendrer des soins, voire même des amputations d'orteils. D'où ce qui est très important chez ces patients diabétiques, c'est la prévention, l'équilibre du diabète, c'est la bonne hygiène des pieds, avoir un pédicure, podologue et s'inspecter les pieds de façon quotidienne. Ouais, c'est ça, ne pas laisser traîner en fait. Dès qu'on trouve un petit truc qui cloche, on consulte son spécialiste. Très important. Docteur Grégory Dacour, Marie, Perpignan. J'ai des rhumatismes à 35 ans. Est-ce que ça ne concerne pas uniquement les personnes âgées ? Elle se demande. Alors c'est une idée reçue pour le coup. Les rhumatismes, c'est un grand sac en l'occurrence où on y met un certain nombre de choses pour parler de façon très simple. L'idée c'est tout simplement de pouvoir évaluer au niveau du mode de vie ce qui pourrait effectivement pour le coup engendrer ce type de douleur. Déjà faire en sorte en l'occurrence qu'au niveau des antécédents familiaux on s'assure qu'il n'y ait pas de pathologie effectivement rhumatismale qui pour le coup peuvent entraîner effectivement des symptômes qui arrivent très précocement. Donc en l'occurrence vers la trentaine, 35, voire même 40 ans pour le coup. Ce sont des pathologies qui peuvent se voir même très rapidement. La deuxième chose aussi également, c'est ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, qui sont un problème de santé publique de plus en plus important. En l'occurrence, comme on sait effectivement que vous avez une activité professionnelle par exemple, qui peut nécessiter une station assise prolongée, peut se retrouver effectivement avec des patients qui aussi également, dans le cadre du métier, se retrouvent face à un écran. Donc forcément, ça entraîne effectivement des douleurs conséquentes au niveau des articulations, douleurs au niveau du bas du dos ou tout simplement au niveau des épaules. Mais ça se soigne tout ça ou pas ? Alors ce sont des choses qui se soignent, bien évidemment. Alors déjà, trouver la cause qui entraîne ce type de douleur et deux, y remédier. Donc si on est effectivement sur un défaut au niveau de l'activité professionnelle, faire en sorte de travailler un peu la posture, s'équiper de fauteuils ergonomiques par exemple, ou tout simplement favoriser ce qu'on appelle la rotation de tâches, donc c'est-à-dire faire en sorte de ne pas forcément rester tout le temps assis et pouvoir
serait-ce que toutes les 30 minutes, 1 heure, se lever, s'étirer, ne pas rester dans la même position. C'est important. Et tout ce qu'on dit, genre « Ah, il y a du vent, c'est mon rhumatoïsme, j'ai mal au dos, c'est normal », c'est vrai ça ou pas? Est-ce que le vent provoque les traumatismes ou les révèle? Il a été prouvé effectivement que pour le coup, on pouvait pas des bêtises, avoir alors. effectivement des douleurs qui pouvaient être en lien, ce qu'on appelle météo-sensible pour le coup. C'est très personne dépendant, ça n'arrive pas forcément de façon systématique, mais vous pouvez effectivement avoir des douleurs qui se réveillent en fonction du temps. Tout à fait. Parfait. Docteur Sana Amraoui, j'ai souvent des palpitations. À quel moment je dois consulter? C'est une question de Françoise, 59 ans, et elle est à Metz. Alors les palpitations, donc c'est quand le cœur est rapide et donc on sent battre son cœur rapidement. Alors c'est un motif de consultation qui est fréquent en cardiologie mais aussi en médecine générale. Et donc ça peut être bénin, c'est-à-dire le plus souvent bénin, notamment quand il y a du stress, de l'anxiété, donc en réaction à une émotion, ou quand il y a une surconsommation de café, de thé, enfin de choses adrénergiques, d'excitants, exactement. Et puis, par contre, si c'est accompagné de symptômes, donc d'essoufflement, de malaise, de perte de connaissance, de douleur à la poitrine, il ne faut surtout pas hésiter à aller consulter son médecin, le cardiologue en priorité, je dirais, enfin le médecin traitant, mais aussi le cardiologue, et pour réaliser des examens complémentaires et puis avoir un diagnostic adapté. Effectivement. Donc, la plupart du temps, c'est bénin, mais ça peut être effectivement en rapport avec une arythmie, donc un problème de rythme cardiaque. Dans le doute, on consulte pour ne pas passer à côté. Exactement. Docteur Firob, Richard, 28 ans de Paris, nous dit, si, c'est un petit malin, Richard, vous allez voir, si on arrive avec les pompiers, plutôt que par nos propres moyens, est-ce qu'éventuellement, sur un malentendu, on pourrait être pris en charge plus rapidement? Comme ça, ni vu ni connu. Effectivement, si c'est juste parce qu'on a envie d'être malin, c'est pas malin, hein, pas du tout malin en termes de gestion d'urgence et de population. Maintenant, si on a appelé les pompiers pour une raison valable, en fait, on n'appelle pas forcément les pompiers, on appelle le centre 15 ou parfois le 18, mais on va être pris en charge plus rapidement à l'arrivée aux urgences, c'est-à-dire qu'effectivement, les infirmières d'accueil vont s'occuper d'abord des patients qui arrivent avec les pompiers. Je ne parle pas du SAMU, parce que le SAMU, lui, rentre directement. Et il ne se préoccupe pas de savoir si on les attend ou si on ne les attend pas. Mais ils vont être vus plus rapidement par l'infirmière d'accueil, qui va faire, comme d'habitude, son travail de tri. Et quand on va savoir que vous venez pour un ongle incarné, pour une angine, parce que vous n'aviez pas votre voiture avec les pompiers, potentiellement, ça pourrait pas forcément très bien se passer derrière. Non, je plaisante, mais ça ne changera pas l'échelle de tri. Donc vous allez être pris en charge plus rapidement par l'infirmière d'accueil, mais ça ne changera pas l'échelle de tri et vous serez pris en charge médicalement de la même façon que les autres derrière. Donc appeler les pompiers qu'à bon escient, c'est bien. Vous savez qu'à tout moment, d'ailleurs, vous pouvez vous aussi nous envoyer vos questions à maquestion@lasantésurtout.com. Et si vous êtes OK, bien sûr, on vous passe un petit coup de fil. Hein. C'est ce qu'on va faire avec Maxime. Maxime, vous êtes avec nous, vous avez 42 ans, vous habitez à Lille et vous avez une question pour nos spécialistes. On vous écoute, Maxime. Bonjour Jessica, bonjour à tous. Oui, merci de me prendre à l'antenne. J'ai un souci en ce moment, c'est que je me gratte énormément partout sur le corps, sauf le visage. C'est très irritant, c'est douloureux et en réalité je me suis dit d'abord que c'était à cause de ma lessive parce que j'avais changé de lessive. Ensuite je me suis dit que c'était peut-être à cause de mon savon que j'utilise pour la douche. Finalement j'ai pas vu la différence et ça continue toujours et donc ça fait 1 mois que ça dure. Je voulais savoir d'une part si c'était grave, parce que ça commence à être quand même pénible, et d'autre part, quelle peut être une piste de solution. Je vous remercie. Bon, on va vous répondre, Maxime, restez avec nous. C'est ce qu'on appelle le prurite, hein, c'est ça? Quand on se gratte, on se gratte, on se gratte. Tout à fait, c'est le terme utilisé, donc le prurite. Donc la plupart du temps, l'objectif, c'est tout simplement de comprendre un petit peu ce qui a pu changer dans l'environnement. Est-ce qu'on a un facteur déclenchant qui a pu effectivement, pour le coup, engendrer ces symptômes? Souvent, quand on cherche un petit peu, on arrive à trouver un nouvel animal de compagnie, un changement de lessive, effectivement, comme vous l'avez mentionné, ou tout simplement un changement d'environnement, un nouveau canapé. Il y a énormément de choses, effectivement, qui peuvent entraîner
on est un purite. Le réflexe, en l'occurrence, ce serait tout simplement de s'assurer qu'on soit le seul ou pas. Donc, regardez autour de soi, en l'occurrence, si on a dans le cadre familial, en l'occurrence, des individus qui peuvent avoir effectivement les mêmes symptômes. Et passer un mois, effectivement, on commence déjà à être dans un délai qui nécessiterait pour le coup, effectivement, de pouvoir consulter son médecin généraliste. On est là pour ça, c'est notre rôle, parce que le purite, en l'occurrence, les démangeaisons peuvent effectivement être en lien avec facteur environnemental, quelque chose effectivement qui pour le coup nous fait nous gratter, et parfois ça peut être effectivement plein de choses. Plein d'autres choses, des pathologies effectivement qu'il faudrait explorer, comme par exemple l'insuffisance rénale, des problèmes au niveau de la thyroïde. Donc c'est capital effectivement, passer un mois, de pouvoir consulter pour s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas autre chose à chercher derrière. Merci, voilà Maxime, on espère en tout cas que vous irez mieux prochainement, mais consultez, c'est important. Docteur Thierry Firobe, Virginie, 56 ans, de Valence. Alors Virginie, c'est une petite curieuse, apparemment. J'ai que des gens du Sud, moi, en fait. Écoutez, bravo, vous merci attirez le beaucoup, soleil, vous êtes très gentil. Elle vous demande si ça vous arrive d'intervenir parfois de façon anonyme ailleurs qu'aux urgences, par exemple en cas d'accident sous vos yeux au supermarché. Voilà, concrètement, comment ça se passe? Alors, il se trouve que, effectivement, en fait, quand on signe pour être médecin, on est médecin tout le temps. Et donc, dès que quelqu'un se tord la cheville, se tombe dans un supermarché ou dans un avion ou que ce soit, oui, on est censé, on doit intervenir. Ou alors on va se cacher, parce que sinon c'est pas possible. Bon, ça, c'est pas votre genre. Non, c'est pas mon genre. Donc oui, ça m'arrive souvent. Et soigner vos proches, ça vous arrive aussi? Ou là, vous n'avez aucune obligation et du coup, alors là, ça m'arrive encore plus souvent. Il paraît que c'est hyper compliqué de soigner sa famille. Je ne sais pas si c'est le cas alors pour moi, vous. on a différentes positions là-dessus. Enfin moi en tout cas. Ouais, vous allez nous dire tous les quatre, c'est compliqué de soigner sa famille parce que d'abord ils sont casse-pieds et ensuite c'est compliqué parce qu'on n'est pas objectif. Mais en même temps, on se dit mais qui est-ce qui va le faire mieux que moi? Et donc c'est une ambivalence qui est pas. Donc il y a des choses qu'on sait faire, donc on ne veut pas confier aux autres, mais il y a des choses qu'on ne sait pas faire qu'il faut confier aux autres. Et pour vous, docteur Amraoui, vous soignez vos proches ou pas, vous? Alors partiellement, c'est-à-dire que quand il faut rentrer dans l'hyperspécialisation, il faut envoyer un spécialiste qui s'y connaît, qui a plus de compétences en dehors de notre spécialité. Et puis sinon, quand c'est pour des bilans biologiques, j'ai tendance à faire la prescription effectivement. Mais je trouve que c'est compliqué parce qu'on a toujours du mal dans le contact avec ses proches. Et puis c'est bien de déléguer aussi. Oui. Et vous, docteur Dacour? Je pense qu'effectivement, ça peut par moment changer un peu le jugement qu'on peut avoir. Moi, je pense qu'effectivement, quand on soigne un de ses proches, l'approche est différente. On se veut peut-être éventuellement dans un contexte de surmédicalisation aussi, donc il ne faut pas forcément rester très recommandation également. Donc, je pense effectivement qu'il y a clairement un impact pour le coup. Et moi, je préfère déléguer en l'occurrence et proposer effectivement un suivi avec un confrère. Parce que je trouve effectivement que soigner ses proches, c'est pas l'exercice le plus facile. Docteur Deblic, vous soignez vos enfants, vous soignez vos amis, Je soigne vos voisins, mes enfants, vos cousins. Oui, j'essaie. Ah ouais. Oui, je sais. Vous êtes vraiment parfait, c'est pas drôle quoi. On me demande des conseils. Par contre, c'est opérer un proche. Ah ouais, ça c'est chaud. C'est dur, ouais. Alors ça dépend de l'intervention. Vous allez parce faire que trembler et tout. j'ai si quand même jamais je fais- réalisé une chirurgie sur ma compagne. Ah, ouais. incroyable, c'est une magnifique. Chirurgie veineuse. C'est comme ça que vous l'avez rencontré. Non, mais c'est comme ça qu'elle s'est après un petit peu intéressée. Il s'est dit, tiens, bon, se faire opérer de ses veines, quoi. Et du coup, vous étiez stressé, vous étiez comment c'est passé? Tu m'aurais pas raté mes cicatrices. C'est vrai qu'après, Non, mais docteur Deblic ne rate jamais les cicatrices, après, évidemment. de temps en temps, c'est celle-là, t'as oublié de l'enlever, celle-là, elle a repoussé. Ah ouais, donc c'est un d'accord. peu. Je ne sais pas si j'aurais dû le faire au final. T'aurais pu faire un effort, tu fais pareil avec toutes tes patientes. Je vois bien celle-là. Moi, j'aurais du mal pour le cœur à opérer un de mes proches. Ouais, c'est forcément un rapport Ah oui, particulier c'est parce un qu'on met, rapport on, met, particulier, on, met, on met de soi, on met de l'émotionnel Ouais. dedans. Mais, Ouais, puis on peut prendre les mauvaises décisions au mauvais moment s'il y a l'impact émotionnel qui rentre. Et puis on peut se reprocher les mauvaises décisions qu'on a pu prendre aussi. Exactement. Mais bon, voilà. C'est Mais tout il y a un autre truc, c'est que quand on envoie ses proches à quelqu'un d'autre, le proche revient vers nous et nous dit
T'en penses quoi? Donc ça revient au même en fait. Voilà. Et la prise de décision, c'est pas nous pour le coup, mais je suis d'accord. Allez, on poursuit notre émission avec quelques questions qui nous restent avant la fin de l'émission. Pour vous, Dr Sanam Raoui, Cathy, 29 ans de Créteil, le syndrome du cœur brisé, qu'est-ce que c'est et est-ce que ça laisse des séquelles? Alors, le syndrome du cœur brisé, c'est le takotsubo. Takotsubo qui vient d'un terme japonais qui est un piège à poulpe. Enfin, parce que le cœur a la forme du piège à poulpe. Et en fait, c'est quand il y a un état de stress intense avec une libération de catécholamine, donc d'adrénergie importante. Et on peut avoir une sidération du muscle cardiaque. Donc ça mime un infarctus, mais ce n'est pas un infarctus du myocarde. Donc le muscle se sidère et on a à l'électrocardiogramme des modifications, à la prise de sang des modifications. Et alors c'est plutôt chez les femmes de plus de 50 ans, ménopausées en général. Et souvent ça récupère. Il peut y avoir quelques rares cas, effectivement, où ça ne récupère pas. Alors, il y a un traitement médicamenteux, effectivement, et ça récupère, donc tant mieux. En revanche, après, une fois que ça a récupéré, il faut travailler sur le côté stress, anxiété, voilà, pour éviter la récidive. Très bien. Une question maintenant pour vous, docteur Romain Deblic. Johanna, 47 ans de Deauville, qui vous dit « J'ai des varices, mais je suis trop douillette pour qu'on y touche. Qu'est-ce que je risque si je ne fais rien? Est-ce que ce sera juste pas esthétique et puis bon, on vit avec? Ou est-ce que ça peut être dangereux ?» Alors, les varices sont extrêmement répandues parce qu'on peut voir que dans la population, il y a environ 30 à 50% des femmes qui auront des varices et 20 à 30% chez l'homme. Alors, ces varices, elles vont causer des problèmes, alors d'une part esthétiques, qui peuvent être négligeables, des problèmes d'inconfort avec des sensations de jambes lourdes en fin de journée, et aussi des problèmes médicaux. Alors, problèmes médicaux d'un point de vue circulatoire, c'est-à-dire que ça peut faire des petites occlusions de ces veines et qui peuvent provoquer des phlébites et être douloureux, et aussi des complications médicales cutanées, avec des ulcères, notamment des ulcères de jambes. Donc oui, je conseille quand même de consulter, de les prendre en charge. Mais maintenant, il y a plein de nouvelles méthodes, je crois, pour arranger nos varices sans trop qu'on souffre. Oui, exactement. Oui. Alors depuis maintenant pas mal d'années, on peut traiter les varices de façon pas invasive, c'est-à-dire sous anesthésie locale. On les fait en ambulatoire et c'est plus le traitement chirurgical classique où on allait arracher la veine du haut en bas. Maintenant, on fait des traitements avec du laser ou de la radiofréquence avec des super résultats et moins de récidives. Ouais, c'est une bonne raison du coup de se faire traiter. Et on termine cette émission avec une dernière question pour vous, docteur Grégory Lacour. Nicole, 72 ans de Nice. J'ai voulu prendre rendez-vous avec mon médecin traitant. Rien avant 3 semaines. Et sa secrétaire me dit qu'il y a quand même quelques petits créneaux d'urgence. Mais c'est quoi exactement ? Alors, les créneaux d'urgence sont déterminés effectivement par le praticien. Donc, le médecin généraliste décide effectivement en fonction de la problématique qui est présentée si ça nécessite effectivement un rendez-vous assez rapidement. Ce qui est urgent pour les professionnels de santé n'est jamais urgent, pas le même degré d'urgence pour les patients, le ressenti est effectivement différent. La plupart du temps, les rendez-vous d'urgence, surtout pour les pathologies infectieuses, qui nécessitent effectivement un traitement sans quoi ça dégénère. Éventuellement, de la traumatologie aussi, si effectivement vous vous retrouvez dans un contexte contusionnel ou autre, avec nécessité effectivement d'une prescription d'examen complémentaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fracture ou autre, ou effectivement, et ça fait écho avec notre cardiologue, des symptômes qui pourraient effectivement nécessiter orientation vers les urgences, comme des douleurs thoraciques chez les patients effectivement avec des antécédents, ou éventuellement des problématiques d'ordre pulmonaire par exemple. Donc oui, par moment effectivement les professionnels de santé préfèrent garder ces créneaux d'urgence pour pouvoir traiter l'aigu et en l'occurrence laisser effectivement les rendez-vous de suivi pour d'autres intervalles de temps, tout simplement. Merci pour cette réponse. Le moment est venu de passer à notre quiz. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts ? Toujours. Oui. Toujours. Quel pourcentage de Français avouent avoir déjà tapé leurs symptômes sur Internet en étant sûr d'avoir une maladie rare et grave, évidemment ? 22%, 49% ou 68%? La réponse... Qui a la réponse? Moi, j'irais 68. Ouais, pareil. Parce que c'est un réflexe, je pense que c'est 68. Ouais. Eh bien évidemment, on le fait tous, 68%. Et 100% des étudiants en médecine. Ah ouais, carrément. Parce que vous avez peur d'avoir toutes les maladies que vous voyez au quotidien, c'est pour vous quoi. Donc passez tous par là, quand vous êtes étudiant en médecine, vous êtes tous dès qu'on étudie un item, on l'a. Ouais, c'est ça. La maladie. Restez avec nous, on continue avec cette seconde question. Quelle est la taille du plus gros calcul rénal du monde? Ah, j'ai eu peur.
Non, vous êtes trompé d'émission, docteur Firob, excusez-moi, mais là, on parle de santé quand même. Mais effectivement, ça aurait pu être autre chose tout en parlant de santé. Le plus gros calcul du monde, 3,4 cm, 7,4 cm et 13,4 cm. La bonne réponse, C'est 13,4. 13,4. Ah, je dirais 3. Moi, je trouve que 13, c'est trop. Ouais, c'est Donc, beaucoup quand même. Hein. ah ouais. Moi, je dirais c'est plus grand que la taille d'un rein. Ouais. 3. Non, je dirais 3. Moi, j'aurais dit 3 aussi. Je vous ai un peu influencé, j'avoue, mais pas dans le bon sens. C'est 13,4 cm. my God. Désolée, docteur Amraoui, désolée, docteur Lacour, c'est le jeu, c'est le jeu. Moi, j'en ai déjà Alors- vu de 8, hein, donc je sais que c'est plus que 7. C'est ça. Ça s'est passé au Sri Lanka, c'est une vraie histoire. Figurez-vous qu'on a retiré ce calcul à un monsieur de 62 ans et il va très bien depuis, hein, il est au top. Et on rappelle quand même qu'en France, une personne sur 10 est touchée par des calculs rénaux. Dernière question. Quel pourcentage de Français ont peur du dentiste plus que d'un entretien d'embauche? 14%, 28% ou 54%? 14, 28, 54. Qui a peur du 28. dentiste? Ouais. 28. Moi, j'hésite entre le 28 et le 54. 28, mais ça ne me Ouais. choquerait pas que le 54 soit vrai. Docteur Firob? Moi, le plus. 58, je Le déteste plus. Alors ces 58, gens-là. ça n'existe pas, c'est 54, mais je prends quand même, d'accord. Je Eh bien, sais. tout à fait. Ouais. C'est la bonne réponse. 54% des Français préfèrent en fait aller à un entretien d'embauche où ils sont hyper stressés que chez le dentiste pour se soigner, alors que maintenant, finalement, ça fait plus vraiment mal le dentiste. On a de bonnes anesthésies, ça se gère quand même. Oui, c'est plus de l'appréhension C'est ça. que de la vraie douleur. Il y a combien de temps que vous n'êtes pas allé chez le dentiste? Parce que j'ai l'impression On qu'on pose ne des vous a pas questions. fait d'anesthésie locale depuis longtemps. Mais bien sûr dans que les si, vous êtes gencives, juste là. un petit peu engourdi en sortant du dentiste, oui, mais... ça fait rien du tout, ça fait pas mal. hein. Non, c'est supportable. À votre époque, enfin, pardonnez-moi, mais c'est au début, je veux dire, quand vous étiez jeune, ça faisait hyper mal. Là, maintenant, vous pouvez aller chez le dentiste tranquillement. Merci. Vous voulez dire quand il y avait encore les dinosaures C'est sur ça, Terre? à cette ouais. époque-là, on parle Ok. de la même, Ah ouais. parfait. Merci beaucoup en tout cas à vous quatre pour votre participation à cette émission. Merci à Docteur vous. Sana Amraoui, docteur Thierry Firob, docteur Romain Deblic et docteur Grégory Dacour. C'était votre première fois, vous reviendrez nous voir ou pas? Avec grand plaisir. Très belle expérience. Ah bah c'est super. Merci à vous tous de nous avoir suivis et d'ici là, bien sûr, vous pouvez nous écrire ma question @lasantésurtout.com. À bientôt et la santé surtout.